Ah, Raphaël Cambray, dites-nous en plus. Dites-nous en plus. À propos de quoi? À propos d'Aïda, c'est ça? Bah oui, à propos d'Aïda, c'est toujours un peu compliqué hein, quand on essaye de parler de ça. Il suffit qu'on prononce le nom de l'héroïne pour tout d'un coup, on imagine, je sais pas, des stades envahis, comme le Stade de France, envahis par les éléphants, des défilés énormes, des pyramides gigantesques et je sais pas, tout autre animal subsaharien là, qui marche au pas au son des trompettes. C'est vrai, c'est un peu le cliché. Donc bon, le but du jeu, c'est d'essayer de faire quelque chose qui balaye un peu ces clichés-là et qu'on soit un petit peu au service d'une notion qui était assez chère à Verdi, c'était de faire un bon spectacle. Et ça, on le perd quelquefois de vue parce que c'est vrai que c'était quelqu'un d'assez peu conventionnel qui voulait pas du tout correspondre aux clichés, aux écoles. Il n'en a rien à faire des critiques. Donc c'est quelqu'un d'assez... pas subversif, mais assez proche de la non-convention. Donc moi, ça me plaît plutôt pas mal, ce genre d'attitude. Donc du coup, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas d'éléphant, qu'il n'y aurait pas de trompette, qu'il n'y aurait rien de pyramidal ou encore toute autre extravagance. Donc du coup, on a, avec Catherine Bechtoil, qui est la scénographe, on a travaillé à réfléchir sur un principe de scénographie qui serait à peu près... stable en tout cas pour tous les choristes qu'on doit accueillir et qui servent aux 4 actes. Hein, donc on a vraiment un principe unique de scénographie qui ressemble un petit peu aux mastabas, tu vois, les mastabas qu'on trouve en Haute-Égypte. Et donc, en plus de ça, on a décidé de mettre en fond de scène 3 grands écrans. Quand je dis grands écrans, c'est le cas de le dire, parce qu'on a quand même deux écrans qui font 5 par 6 et un central qui fait 5 par 9 mètres. Hein. On a quand même une ouverture de plateau qui fait pas loin de 27 à 30 mètres d'ouverture. Et donc évidemment, grâce à ces écrans, on a la possibilité de travailler sur... de faire en sorte que qu'on puisse transcender le musical par le visuel. C'est-à-dire que du coup, ce principe de projection qu'on va faire, qui sera à la fois des projections fixes, de décors, et à la fois des animations, on va pouvoir être un peu dans la continuité des souvenirs, de l'imaginaire des personnages, de leurs émotions, et c'est à la fois réaliste par moments, mais aussi quelquefois complètement évocateur. On n'est pas forcément dans un parti pris, voilà, tout d'un coup on n'a pas eu les moyens d'avoir des colonnes, donc on va les faire en photo, c'est pas ça le propos, hein. C'est qu'on soit justement dans une continuité d'imaginaire. Et puis, bien évidemment, pour nous, c'est génial parce que d'abord, avec la Fabrique Opéra, ça nous permet de faire appel à un nouveau partenaire créatif, à savoir les élèves de Subcréa, qui se rajoutent à ceux de l'IMT pour les décors, qui se rajoutent aussi à toute l'équipe d'Argouges pour les costumes. Et donc, c'est vrai que on fait appel à leur savoir-faire, à leur talent de graphiste, et puis surtout, nous, on récupère quelque chose de très sympathique, c'est qu'on n'a pas du tout de manipulation de décor. Tu vois, c'est plutôt pratique pour éviter d'encombrer les coulisses, et donc c'est vrai que ben voilà, on passe d'une ambiance à une autre de façon très très fluide, et c'est vrai que c'est très appréciable pour tout le monde, et notamment pour la régie plateau. Donc moi je suis pour le confort de tout le monde hein, dans cette aventure. Bon, mais ce que je voulais surtout, c'est revenir à cette notion de bon spectacle, qui était très chère à Verdi, et il disait une phrase, enfin, je pense pas me tromper, j'ai lu en tout cas qu'il citait une phrase qui était assez révélatrice. Il disait « La réussite est la seule poétique qui vaille ». Et je trouve ça génial parce que, d'abord, c'est très intelligent hein, de dire ça, et c'est surtout qu'on revient à cette notion de... comment dire, d'aller au cœur de l'essentiel et de savoir quel est l'objectif premier. Moi, mon objectif premier, que ce soit quand je fais des mises en scène de théâtre,
et encore plus opéra, parce que là, il faut vraiment être au taquet, c'est d'être au service du sens. Le premier objectif, c'est d'être au service du sens. Alors, c'est vrai que, bon, cette histoire se déroule à l'époque de Ramsès III, Ramsès III, la dynastie, la 20e dynastie des pharaons. On est donc au pied des pyramides, du temple d'Isis, tout ça, mais on est vraiment au cœur de problématiques qui sont extrêmement intimistes. Et ces problématiques-là, c'est, comment dire, ni Racine, ni Corneille ne renieraient ce genre de problématique, parce qu'on a tous les ingrédients d'une tragédie antique, à savoir l'amour, la jalousie, la trahison, le mensonge et évidemment la mort. Ça, c'est l'élément incontournable, c'est la mort, à tel point que cette même mort va exiger qu'on enterre vivant le héros victorieux. Ça se termine quand même très très mal, cette affaire-là. Donc on y puise vraiment tous les ingrédients de l'inconscient, des interdits amoureux. C'est une œuvre où tout est contrariété, c'est une œuvre de l'empêchement, de l'obstacle, où chacun lutte à sa manière avec ses moyens, qu'ils soient petits ou grands, en fonction de son rang social, à la survie de son propre bonheur. C'est vraiment ça l'axe principal. Et les personnalités sont construites de façon extrêmement dramatique, parce qu'elles ont tous une dimension qui est hors du commun. Que ce soit Aïda, Rhadamès, Amnéris, qui est un personnage magnifique, et tous ces héros, malgré leur grandeur intrinsèque, ils subissent tous cet acharnement de la fatalité, malgré qu'ils essayent, avec leurs petits moyens ou grands moyens, de rêver leur vie. Et c'est ça qui est extrêmement universel de toute façon, c'est pour ça que c'est une œuvre qui dépasse un peu les générations, elle a toujours le même écho. Et surtout, en plus, ce qui est très très réussi, c'est qu'on assiste acte après acte à une mécanique vraiment implacable, où tout le monde va finir par être complètement broyé. Et si je devais trouver un peu une phrase qui résume, enfin comme un axiome, quoi. En gros, c'est plutôt mourir que se rendre. Voilà. Plutôt le sacrifice que la résignation. Alors c'est en ça que c'est très noble, c'est en ça qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de grandeur qui est magnifique, quoi, parce que tout d'un coup, voilà, on est au rang des héros, on est élevé, on respire plus haut, comme disait Monterland, ça c'est une phrase que j'adore aussi, c'est que tout d'un coup, on respire plus haut. Ben oui, c'est pas le fait de monter sur une pyramide, c'est que il y a la grandeur de ces personnages-là, où voilà, on a l'impression qu'on peut avoir des destinées qui sont extrêmement nobles, quoi, voilà. Alors, on en revient aussi à cette problématique cornélienne. C'est pour ça, on a la notion du devoir, là c'est le pouvoir qui est imbriqué avec toutes les problématiques de l'intime, du social, c'est tout ça qui est exprimé à travers l'œuvre. Et puis aussi ce qui est génial, c'est qu'on passe de l'obscurité, non pardon, de la clarté la plus solaire, voilà, on est vraiment sous le royaume de Ra, du dieu solaire, donc c'est assez flamboyant, et puis petit à petit, plus l'œuvre avance, on pénètre au cœur de l'obscurité jusqu'à finir dans le fond d'une crypte horrible avec un pauvre tombeau humide où ce Rhadamès va se retrouver, bon, il a de la chance quand même, il va pas complètement finir tout seul, mais bon. Donc ça c'est pour la structure de l'histoire, et c'est vrai que voilà, on a un trio de l'impuissance, en fin de compte. Amnéris, Rhadamès et Aïda, c'est conçu de façon très structurelle comme un trio de l'impuissance. Oui, c'est vrai, donc c'est vrai que ce trio de l'impuissance, c'est assez intéressant à
à travailler d'ailleurs dans la direction d'acteur, hein, parce que tout d'un coup on peut rechercher toutes les nuances que cette thématique propose, et en fonction des personnalités de chacun, voilà, c'est un travail avec une palette de couleurs qui est assez variée. Ça c'est toujours très intéressant pour la direction d'acteur. Et puis c'est vrai que plus les héros avancent dans l'œuvre, plus la nuit les entoure, plus le désespoir les grignote, et tout d'un coup, voilà, ça fait comme un effet de transe, et c'est extrêmement efficace pour les spectateurs. Alors en plus, moi j'ai vraiment voulu travailler beaucoup sur... Il y a aussi une notion que je n'ai pas citée, qui est celle de l'effetto, qui est typiquement verdien, et verdienne, pardon, cette expression. Et alors évidemment, il ne faut pas du tout enfin moi en tout cas je veux pas du tout l'entendre, et lui non plus, l'entendait certainement pas comme ça, par du tape à l'œil. C'est pas la recherche de l'effet, tu vois, le côté clinquant de la chose. C'est au contraire, c'est l'effet dans l'expression, le bouleversement des affects. C'est ça qui m'intéresse. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es toi dans tes rêves, évidemment, on a toujours tendance à être un petit peu juste frontal et comme ça. Bon, là, tu es dans une position très confortable pour chanter, mais prends des appuis d'image. C'est comme si tu avais quelque chose qui était un petit peu tout le temps dans le... où j'en suis... comme si tu étais un petit peu hanté par des souvenirs, des choses, comme si tu te raccrochais à des souvenirs qui vont te permettre de tenir debout. C'est ça, Aïda. Elle vit debout grâce à tout son imaginaire, à tous ses souvenirs d'enfance. D'accord ? Donc du coup, tu peux te permettre d'avoir des allers-retours, même de pensée. C'est pas monolithique. C'est pas juste... C'est pas je visionne et derrière... Il faut que ça soit plus chaotique parce que ça correspond à ce qui se passe là. Je te passerai le diaporama ce soir. Et vraiment, l'enchaînement de tout ça, il est vachement vivant. En plus, comme nous, à la Fabrique Opéra, le mot d'ordre, c'était qu'on n'utilise pas du tout de traduction. Tu sais, on ne met pas du tout ni en haut ni en bas de texte, de traduction du texte. Alors l'opéra, bien évidemment, est en italien, et pour que les gens suivent un peu pour que les gens suivent un peu l'action, on a choisi de faire un système de voix off qui résumerait avant le début de chaque acte ce qui se passe, l'essentiel de l'action, de l'intrigue de chaque acte. Donc du coup, on libère un peu les spectateurs d'avoir toujours le désir de regarder la traduction, et ils sont complètement disponibles pour être dans la réception immédiate de tout ce qui est l'expression des émotions. C'est pour ça que moi, j'ai voulu vraiment un petit peu axer tout le travail de cette recherche qui était obsessionnelle, hein, pour Verdi, de cette notion d'effetto. Donc voilà, le but du jeu, c'est de provoquer un maximum d'émotions, de bouleverser tous les affects possibles, et de proposer des choses extrêmement contrastées et variées dans l'interprétation. Moi voilà, en règle générale, que ce soit au théâtre ou à l'opéra, moi d'ailleurs je dirige les artistes lyriques comme si c'était des acteurs de théâtre, hein. Évidemment, je prends en compte leurs impératifs vocaux, bien sûr, pour leur confort, mais je dirige ça comme une tragédie. Comme une tragédie racinienne. Moi je suis passionnée de Racine depuis toute petite, c'est un peu bizarre, hein, comme tendance, mais bon, ça c'est vrai, et c'est vrai que du coup je me suis lancée là-dedans pour faire en sorte de les diriger comme des acteurs, pour leur plus grand plaisir d'ailleurs, parce que pour eux ça leur donne des repères qui sont extrêmement, des vrais appuis de jeu, c'est pas simplement, bon voilà, j'ai mon air à l'acte 3, comment je vais l'aborder, ils sont toujours en situation, donc c'est extrêmement visuel, même le travail des chœurs est absolument pas statique. Moi j'avais qu'une obsession, c'était d'éviter d'avoir l'impression de faire rentrer un groupe de 70 personnes, les sets de chœurs, et puis tout d'un coup ça repart en coulisses, ils sont tous très impliqués dans l'action, c'est très chorégraphié. C'est les choristes qui prennent en charge pas mal de choses, et non pas, on ne fait pas venir un groupe de danseurs extérieurs, enfin voilà. Donc il y a des partis pris un petit peu radicaux, qui permettent au moins mais qui sont toujours au service de l'œuvre première, voilà. C'est quoi ton problème avec Racine ? Mon problème avec Racine, j'en ai aucun, c'est que j'ai une passion délirante pour lui. Mon problème, c'est que je ne l'ai pas connu. J'aurais adoré le rencontrer, voilà. Et en plus, je pense que c'était pas forcément un chic type. Tout ce que j'ai lu sur lui, ça donne pas forcément très envie. C'est vraiment le courtisan dans toute sa splendeur. Je pense pas que c'était un mec très sympathique à côtoyer, mais moi j'aurais voulu voir un peu, discuter avec ce bonhomme-là, qui est pour moi la quintessence de l'intelligence du texte, de l'expression de l'ineffable comme ça,
je trouve ça magnifique d'avoir essayé d'aller tout le temps au plus profond de l'âme des gens, de ce qui est le plus humain, et en même temps avec un style incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'est des flèches à chaque fois qui sont d'une intelligence mais foudroyante. Et moi je trouve ça magnifique. Moi, dès qu'il y a de l'intelligence qui s'incarne, je trouve ça magnifique. Voilà. Alors bon, pour l'instant, je me contente de lire et relire Racine. Dès que j'ai un coup de blues, je lis Racine. Vous voyez comme quoi, hein, c'est pas forcément... Un coup je te tutoie, un coup je te vous vois. Ça, c'est pas ça. Ça peut être complètement racinien, ça, par exemple. Tu parles au public, là. Bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est que ça peut être complètement racinien, ça. Tout d'un coup, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Est-ce que tu es...